La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raptors versus Boston Celtics. On entre dans ces demi-finales de conférence aujourd'hui. Pour parler avec moi de cette rencontre, on a le gérant et créateur de Celtics FR avec nous. Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Avec nous également, on a Alex qui travaille avec un peu Raptors FR et Raptors BE. Salut Alex. Salut tout le monde. Alors pour commencer déjà, on va un peu parler du contexte parce que cette rencontre va se dérouler ou pas dans un contexte très particulier. On sait tous ce qui s'est passé dans le Wisconsin, aux États-Unis. Les joueurs ont fait une réunion hier et vont refaire une aujourd'hui. Les joueurs des Celtics et des Raptors. Nick Nurse aujourd'hui a évoqué et ils ont évoqué ensemble la possibilité de boycotter le match. Donc, quel est un peu votre avis là-dessus? Moi, je l'ai déjà un peu donné sur Twitter. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut soutenir les joueurs. Ils font ce qu'ils pensent être le mieux pour eux pour essayer de continuer à soutenir cette cause. Quel est un peu votre avis? On va commencer par les Celtics. Moi, personnellement, je soutiens à 100%, surtout que notre effectif, on a quand même des bonnes têtes qui représentent bien le mouvement. Je pense surtout à Jaylen Brown. Donc, à mon sens, boycotter le match, je suis absolument pas contre. Je suis presque limite pour que ça fasse un peu bouger les choses. Et comme on a dit, il y a même certains joueurs qui pensent peut-être à quitter la bulle entièrement et peut-être du coup annuler un tour de play-off entier ou une série. Donc moi je suis entièrement les joueurs et de toute façon avec ce qui se passe on peut que soutenir, très honnêtement. Alex, ton avis un peu là-dessus? Pareil, complètement d'accord. Quelle que soit la décision qui sera prise par les joueurs des deux équipes, on sera à 100% derrière eux. Surtout qu'ils sont tous venus avec la volonté de faire passer un message et de continuer à jouer, certes, malgré tout ce qui s'était passé par rapport à George Floyd, etc., mais en montrant bien qu'il y avait des gros désaccords et un gros travail à faire sur les mentalités. Quand on voit que quelques semaines après, ça recommence, clairement, je comprends qu'il y en ait qui est clairement plus du tout ni le cœur ni l'esprit à jouer au basket. Donc après avoir premièrement, quelle décision sera prise? Est-ce qu'on fait que boycotter le Game 1? Est-ce qu'on fait boycotter toute la série? Dans cette mesure-là, comment ça se passe pour la NBA au niveau de la suite de la saison pour les autres équipes? En fait, pour l'instant, on parle que des Raptors et des Celtics. Je pense que ça doit certainement pas être les seuls. Je pense notamment aux joueurs de Milwaukee, ça s'est passé dans le Wisconsin, tout ça, mais notamment les autres équipes ont certainement aussi des avis semblables, donc à voir comment ça va se passer. Faut savoir aussi que les Raptors ont ce côté un peu personnel. Nick Nurse t'a rappelé par rapport à ce qui s'était passé avec Masai Ujiri pendant les finales, alors en moins grave certes, mais il y a ce côté un peu personnel qui touche les Raptors aussi. Oui, on en parlait un peu hors antenne avant l'émission avec notre ami de Celtics FR. Les Raptors et les Celtics sont parmi les équipes où il y a les joueurs les plus engagés. Et pour revenir sur un peu tout ce qui s'est dit ces derniers jours, notamment hier avec Fred VanVleet et Norman Powell qui ont livré une conférence de presse vraiment lourde de sens. Moi, j'avais des questionnements sur l'effet du boycott. En fait, je me demandais vraiment si ça servait à quelque chose. Et au final, j'ai écouté ce qu'a dit Fred VanVleet et il expliquait que, en fait, si les joueurs boycottent et que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment essayer de toucher plus haut parce que je pense qu'il y a vraiment un sentiment d'impuissance. On a entendu Powell qui disait ouais, c'est bien beau les t-shirts, les messages, mais au final, ils ont l'impression que ça a un peu rentré dans le rang, quoi. Tout le monde le voit, mais au final, ça n'a pas d'impact. Et en fait, VanVleet expliquait hier que si par exemple les Bucks boycottent et que le propriétaire voit qu'il perd de l'argent, peut-être que c'est après au propriétaire d'aller voir les responsables politiques, justement, dans le Wisconsin pour essayer de faire changer les choses en leur disant écoutez, nous, là, on perd de l'argent, il va falloir faire bouger les choses. Après, il disait, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu l'objectif des joueurs dans cette idée de boycott. Voilà, je voulais ajouter ça. De toute façon, en général, quand on commence à toucher au porte-monnaie des gens, c'est là qu'ils commencent un peu à vouloir faire des choses. Donc, comme tu dis, si le propriétaire des Bucks dit quelque chose
et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe encore au-dessus, là, ça peut fonctionner. Mais de toute façon, je pense que c'est le but des joueurs. Je pense pas que les joueurs des Celtics et des Raptors se disent, ouais, le fait qu'on annule la série Celtics-Raptors, ça fera changer les choses. Je pense qu'ils s'attendent à ce que d'autres équipes suivent et qu'après les équipes, ça soit le propriétaire, que ce soit ensuite Adam Silver même, qui aille faire toucher quelques mots à différentes personnes, même qui ont rien à voir avec le basket. Donc je pense que ça peut être le début, ça peut être vraiment la naissance, le point de départ d'un mouvement, je pense. Ok, bon, on est tous d'accord, soutien aux joueurs. On va quand même faire cette preview dans l'optique où les joueurs décideraient de jouer. On va commencer d'abord par un petit retour sur le premier tour. Quel est ton avis côté Celtics sur le premier tour? Un sweep face aux Sixers, est-ce que tu t'y attendais? Dis-nous tout. Alors je vais être honnête, moi de base, c'était les Sixers que je redoutais le plus. Parce que du coup, on sait, il y avait un peu un jeu entre Indiana, Philadelphie et peut-être même le Heat, mais de ces équipes-là, c'était les Sixers que je redoutais le plus. Et franchement, un sweep, je m'y attendais pas du tout, puisque en fait, je me disais clairement que le fait de jouer contre un front de courte composé de Tobias Harris, alors fort des Embiid, pourrait peut-être nous marcher dessus à l'intérieur. Et ça a pas du tout été le cas. Du coup, en fait, je suis très 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 satisfait. Franchement, en fait, je suis tellement satisfait que j'ai même un doute concernant la vraie valeur des Sixers, puisque je me dis, ouais, si tu peux les Sixers, c'est énorme, mais peut-être qu'en fait les Sixers sont pas si forts que ça, etc. Du coup, j'en viens même à me poser cette question-là, parce que honnêtement, le plan de jeu qui a été créé par Brad Stevens, c'était tout simplement parfait. Vraiment, genre, il y a absolument rien à redire. Même les matchs serrés, au final, ils sont joués à plus de 1 ou 2 possessions. C'est sûr que c'est des money time parfaitement gérés. Après le match 2, ça a été un blowout total. Enfin, il y a eu les Sixers ont jamais vraiment existé dans la série et justement, je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas très forts ou si c'est justement parce que Celtics avait un plan de jeu parfait, on peut le dire, puisque 4-0, c'est parfait. Du coup, franchement, je suis très satisfait. Et il y a eu quelques révélations même pendant cette série qui pourraient être intéressantes pour la suite. Du coup, global, ouais, un 10 sur 10 le premier tour. C'est la question. Je me posais exactement la même question que toi. C'est est-ce que les Celtics ont été si forts que ça, ou est-ce que c'est vraiment les Sixers qui n'ont pas été à la hauteur? Du coup, je pense que en fait, côté Raptors comme côté Boston, on va vraiment attendre cette série-là pour voir de quoi est fait notre équipe, parce que je vais passer la parole à Alex. Pour les Raptors, c'est la même chose. On a affronté une équipe, faut le dire, assez faible sur le papier, même s'ils se sont vraiment battus. Mais au final, un sweep et pas forcément beaucoup de choses à en tirer. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. En fait, c'est vrai que c'est la différence entre Toronto et Boston sur ces premiers tours, c'est que Toronto n'a pas eu à s'occuper d'un joueur aussi dominant que Joel Embiid, qui a mine de rien fait sa série au niveau des stats malgré le 4-0. Donc effectivement, l'opposition qui arrive va être d'un niveau nettement supérieur. En tout cas pour Toronto. Pour Boston, je sais pas trop. Je sais pas non plus dans quelle mesure l'absence de Ben Simmons a handicapé à ce point les Sixers ou non. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une série que tout le monde voulait voir depuis le début de la saison. Des effectifs sans stars, sans superstars à proprement parler, des coachs de grande qualité. Donc, et une rivalité en plus, puisque ce sont deux équipes qui sont dans la même division, qu'on a l'habitude de voir jouer l'une contre l'autre. Donc, non, vraiment très, très, très hypé par cette série. Parfait. On va tout de suite enchaîner. On va faire le point sur les effectifs. Est-ce que tu peux nous faire le point sur l'effectif des Celtics? On sait qu'il y a Gordon Hayward qui est out quasiment pour toute la série. Quel est l'impact de cette blessure et s'il y a d'autres absents, tu peux les mentionner également? Tout d'abord, juste pour les autres absents, je sais qu'il y a Javonte Green qui du coup est sorti de la bulle pour se faire opérer et qui va revenir, je crois, dans peut-être 1-2 semaines, je crois, pour revenir, pas tout de suite rejouer, mais voilà. Mais sinon, pour Gordon Hayward, en fait, du coup, faut savoir, il a joué le match 1. Il a joué 34 minutes pendant le match 1. Et au début, j'étais vraiment, je dis comment on va faire, parce que Gordon Hayward était juste parfait dans le système de jeu des Celtics, surtout dans la bulle.
quand je voyais les seeding games, franchement, Hayward collait parfaitement avec le style de jeu et je me suis dit comment ça va se passer sans lui en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, le match 2, on l'a gagné de 30 points. Donc, il n'y a pas eu d'impact immédiat. Franchement, l'absence d'Hayward n'a pas impacté la série contre les Sixers. Ça, c'est une certitude. Son absence n'a pas impacté. Enfin, après, peut-être qu'on aurait gagné de plus, voilà. Mais sinon, ça n'a pas vraiment impacté puisque j'aurais même envie de dire que Tatum a un peu récupéré le rôle qu'avait Hayward. C'est-à-dire, Tatum s'est beaucoup plus retrouvé face au jeu, a joué énormément de pick and roll, même au rebond. Même si sur le match 1, il a pris beaucoup de rebonds, après, même malgré que Hayward était présent. Après, il a continué. Par exemple, au match 4, il prend 15 rebonds. Du coup, j'ai vraiment l'impression que l'absence d'Hayward a un peu été bouchée, on va dire, sur ce premier tour. Mais en revanche, contre les Raptors, comme je dis, hein, si on prend les effectifs et qu'on regarde un peu opposition par opposition, ben, avec Hayward, on aurait peut-être eu, du coup, une place avec un joueur avec une opposition assez faible. Mais du coup, en l'absence d'Hayward, peut-être que tous nos gros joueurs auront une opposition en défense. Et à mon avis, je pense que l'absence d'Hayward peut avoir vraiment un impact sur ce deuxième tour. Parfait, parfait. Alex, le point sur les blessés côté Raptors. On attend toujours une confirmation plus claire de la présence ou non de Kyle Lowry et à quel pourcentage de santé, je dirais. A priori, ça devrait aller, puisqu'il est toujours en game time decision, je crois. Donc, normalement, il devrait être présent. Et à part, du coup, Patrick McCaw, qui est toujours indisponible, il me semble, et Oshae Brissett, normalement, tout le monde est là. C'est ça, parfait. Kyle Lowry qui a dit, je sais plus sur quel média, ça va, je serai là. Donc, a priori, oui, après, je pense qu'il sera là. Et surtout, si le match 1 ne se joue pas, il devrait être encore plus. Oui, voilà. Je reste prudent parce qu'effectivement, il s'est pas entraîné aujourd'hui. Mais d'un autre côté, aucun intérêt de le faire particulièrement prendre de risques sur un entraînement. Donc, à voir. Peut-être qu'il sera là et qu'il aura quand même un temps de jeu réduit. On sait pas, on verra. Ouais, on verra tout ça. On va tout de suite rentrer dans la série. Pour toi, côté Celtics, quelles sont les clés de la série et les clés du match 1? Bah en fait, je vais un peu revenir sur ce que j'avais dit pour la preview du match pendant la bulle déjà qu'on a déjà joué. En fait, et là il va être d'une importance tout en plus importante étant donné que Marcus Smart qui était sur le banc devrait intégrer le 5 de départ en l'absence du coup de Gordon Hayward. Le banc va être extrêmement important. C'est tout bête, mais quand j'ai vu l'autre fois que vous avez marqué 150 points pendant le match contre les Nets, je me suis dit putain mais qui a mis 50 points? Et j'ouvre la feuille de match et je suis en train de chercher où sont les points parce que je vois que dans le 5 de départ quasiment personne n'a dépassé une grosse barre de points et je descends et je vois que Ibaka et Powell ont pété le score quoi. Donc franchement le banc il doit avoir un apport offensif, c'est-à-dire que en général, c'est Tatum qui se retrouve seul sur le terrain avec le banc. En tout cas, pendant la série contre Philadelphie, c'était comme ça. Et en fait, si Tatum se retrouve dans un mauvais soir ou dans un soir un peu compliqué, il va falloir absolument que le banc prenne le relais. Au moins sur quelques possessions, que ce soit Wanamaker, que ce soit peut-être Langford de temps en temps ou Kenter, ça va être primordial. Et aussi, les oppositions défensives sur le banc. Si personne ne peut arrêter Powell et Ibaka, ça va être très compliqué, quoi. Du coup, je reste sur le banc. Je reste sur le banc sur vraiment le point sûrement le plus important pour la série entière. Mais... Très bien, Alex. Quels sont pour toi les points importants pour les Raptors tout au long de la série et d'autant plus pour le match 1? Ce qui est bien, c'est que je vais raconter l'inverse que ce que mon homologue vient de décrire, c'est que côté Celtics, on a des joueurs qui sont capables de prendre feu. Jaylen Brown, Jason Tatum évidemment, même Kemba Walker est capable de nous sortir un match monstrueux. Donc ça va être la faculté de cette défense de Toronto à prendre la mesure de ces joueurs et à faire en sorte qu'ils ne puissent pas prendre feu, ou alors, si jamais ils arrivent à prendre feu, à les limiter au maximum. Quelque chose qu'on n'a pas eu besoin de faire contre Brooklyn, même s'il y a eu une grosse défense pour forcer Caris LeVert à lâcher le ballon. Je pense que si Toronto arrive à limiter ce genre de prise de balle,
ce sera une grande partie du travail, ce genre de prise de chaleur par un joueur comme Jason Tatum qui est capable de prendre le match à son compte et clairement de remporter le match à lui tout seul. Donc il faudra être capable de limiter ça. Je voulais revenir sur les rencontres qui ont eu lieu en saison régulière et dans la bulle. Je ne sais pas si on doit y accorder beaucoup d'importance. Je vais vous demander votre avis à tous les deux. Les Celtics mènent 3-1 en saison régulière. Ils ont remporté le match dans la bulle. Les Raptors n'ont pas existé. Ils ont fait l'un de leurs pires matchs de la saison. Et dans les autres rencontres en saison régulière, les Raptors ont eu beaucoup d'absents. Donc, côté Celtic, est-ce que pour toi, ces matchs ont quand même un rôle à jouer? Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je pense que déjà les 3 premiers matchs qui ont été joués en saison régulière, comme tu as dit, les matchs que les Celtics remportent, il y a des absents à Toronto. Et le match que vous remportez, il me semble qu'il y a soit Kemba, soit Tatum qui joue pas. L'un des deux. Du coup, c'est des matchs qui, pour moi, n'ont pas vraiment d'importance. Et après, le match qu'on a joué dans la bulle, premièrement, il y avait Gordon Hayward. Donc déjà, ça fait quelque chose de différent entre maintenant et avant. Et en plus, honnêtement, on a tous vu le match. Vous ne mettiez absolument aucun shoot, ouvert ou non. Du coup, comme j'ai dit avec la série contre Philly, je ne saurais pas dire si c'est la défense des Celtics qui était bonne ou juste les Raptors qui étaient dans un mauvais soir. Donc bon, le plus 20, il est vite arrivé dans le match. Il a continué pendant tout le match, même des fois il a augmenté. Donc franchement, je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que autant si c'est la défense des Celtics qui a provoqué aussi peu de réussite côté Raptors, ce match peut clairement servir de référence. Mais si c'était juste une nuit sans pour Toronto, à ce moment-là, le match n'a vraiment pas de valeur, quoi. Du coup, là, je serais quand même plutôt de l'avis à dire que là, on recommence à 0 et les matchs qu'on va avoir là n'auront rien à voir avec le reste. Même ça m'étonnerait que pendant cette série, les Celtics gagnent un match de 20 points. Ça m'étonnerait franchement. Donc, je pense que voilà. Très bien, je te suis. Alex, t'es du même avis? Oui, d'autant plus que de mémoire, donc le premier match entre Toronto et Boston, ça doit être le 2e match de la saison, je crois. Il est en tout début de saison. Faut aussi prendre ça en compte. Le dernier, du coup, a eu lieu dans la bulle. Les places étaient figées. Je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, l'écart s'est creusé très tôt dans le match. Dans quelle mesure Nick Nurse et le staff a dit aux joueurs, bon, les gars, clairement, allez pas forcer, jouez tranquille. De toute façon, aucun intérêt à se blesser ou à montrer quoi que ce soit dans le potentiel d'une demi-finale. Donc non, pas grand-chose à tirer de ces matchs de saison régulière, si ce n'est que on sait que les deux équipes sont d'un niveau quand même relativement proche et vont jouer sur des forces et des faiblesses différentes. Donc il faudra être quand même très sérieux. Et en plus, les matchs de saison régulière se sont joués de façon normale, si j'ose dire, à part celui qui a eu lieu dans la bulle. Donc, je pense aux avantages du terrain. La salle de Toronto et celle de Boston sont quand même 2 salles très, très chaudes durant les playoffs. Donc, c'est des choses aussi à prendre en compte, cette absence. Donc, non, on part vraiment de 0, surtout avec le contexte actuel, la crainte du boycott, tout ça. Il y a vraiment très peu de certitude par rapport à ce qui s'est passé avant. Parfait, on enchaîne tout de suite avec les duels à suivre dans ce match. Côté Celtics, quels sont les duels que tu vas regarder avec grand intérêt? Écoute, premièrement, je vais peut-être faire sourire un peu, mais le premier duel qui me vient en tête, c'est Kenter Ibaka. Honnêtement, juste pour revenir rapidement sur Kenter, personnellement, je trouve vraiment que son premier tour contre les Sixers est excellent. Il y a juste le premier match où il a un plus-minus de -1. Sinon, les matchs suivants, il est tout le temps en positif. Et l'impact qu'il a eu sur Embiid, il a vraiment existé. C'est tout bête en fait. Le premier match, Robert Williams joue 13 minutes et Kenter 8 ou 9. Et les matchs suivants, Robert Williams n'a pas du tout joué et Kenter est proche de la vingtaine. Donc je me dis vraiment que si en sortie de banc, il apporte ses 10 points, 8 rebonds, 7 rebonds comme ça, et qu'en défense, il est vraiment pas forcé, il a pas besoin de se transformer en Anthony Davis ou en Giannis Antetokounmpo, mais juste un peu retenir Ibaka pour qu'Ibaka ne... Parce qu'après, c'est clair, comme j'ai dit avant avec le banc, si Ibaka nous met plus de 20 points dans le match, ça va être compliqué de le gagner. Donc la défense, vraiment le duel Kenter-Ibaka, il est primordial. Il faut absolument que Kenter soit au niveau.
Et sinon, en autre duel, comme on l'a vu pendant le match dans la bulle, c'est Brown qui a défendu sur Siakam. Donc, j'attends de nouveau ce duel puisque Brown avait fait une bonne performance face à Siakam. J'attends de voir si c'était de la chance ou si c'était vraiment Brown qui avait vraiment bien performé. Donc, ce duel aussi là, je l'attends. Et après, bien évidemment, Kemba, Kyle Lowry, ça, surtout que là, Kemba est revenu à son niveau. Du coup, et en espérant aussi que Kyle Lowry reviendra aussi, hein, pour qu'on ait vraiment une série avec un maximum de joueurs à 100%. Donc vraiment, je serai sur ces 3 duels-là. C'est vraiment 3 choses que je vais regarder. Moi, je vais me focaliser sur la défense de Giannunoby, qui je pense sera régulièrement envoyé en mission sur Tatum ou même sur Jaylen Brown de temps en temps. Donc, j'espère qu'il sera capable de faire de gros efforts et de museler un maximum ces 2 menaces offensives côté Celtics. Après, au-delà du Game 1, ça va être les ajustements tactiques, donc je vais être fou parce qu'on a quand même 2 grands coachs qui sont face à face. Donc les changements de stratégie, potentiellement les changements de starting, ça peut être très intéressant de voir comment chacun va s'ajuster par rapport à l'autre en cours de match et entre les matchs. Si cette série va loin, ça peut vraiment se jouer à des détails et parfois les coachs peuvent faire les différences. Parfait, je vais un peu compléter tout ce que vous avez dit par rapport à OG. C'est vrai que ça change la donne parce que sur les matchs précédents, il avait défendu bizarrement sur Hayward et Nurse avait plus envoyé Van Vliet sur Tatum, ce qui était assez étonnant d'ailleurs. Après, on sait que les Raptors changent beaucoup de défense, font beaucoup de switch, donc mais c'était quand même un truc récurrent. Et par rapport à la défense de Jaylen Brown sur Siakam, je voulais mentionner une très bonne preview pour ceux qui lisent l'anglais de notre ami de Raptors Republic, Louis Zatman, dont je suis un grand fan, à chaque fois je le cite, mais là il avait vraiment fait une preview avec beaucoup de détails tactiques et tout ça, et il soulignait que les Raptors pourraient vraiment cibler la défense de Kemba Walker en essayant de forcer des switches, notamment avec du pick and roll Van Vliet Siakam, avec Van Vliet en screener pour essayer de faire en sorte que le meneur défende sur Siakam pour lui ouvrir des mismatchs. Donc ça sera quelque chose à suivre, je pense. S'il le dit, je pense qu'il a dû bien analyser. J'ai pas le souvenir si c'était Kemba Walker, il défendait sur Van Vliet ou sur Lowry, mais je pense qu'il a bien fait son boulot parce que généralement c'est quelqu'un qui fait ça avec beaucoup de minutie. Donc, ça sera quelque chose que je voulais mentionner à suivre. Pour le reste des analyses tactiques, je vous rapporte à cet article qui est vraiment très bien fait. Je ne vais pas tout détailler, sinon je lui volerai un peu son travail. Mais je pense que ça, c'est vraiment un truc à suivre, la capacité des Raptors à créer des mismatchs et à cibler Kemba Walker en défense. Je pense que ça sera quelque chose à suivre. On va terminer cette émission par les facteurs X. Alors, tu as mentionné déjà Kanter. Est-ce que tu vois d'autres facteurs X dans cette équipe des Celtics? Très honnêtement, facteur X. Après, comme dit, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut quand même considérer que certains joueurs sont tout le temps au niveau, plus ou moins. Mais vraiment, celui qui peut faire la différence, c'est Smart. Parce que Marcus Smart, j'ai pas encore prononcé son nom de toute l'émission. Mais Marcus Smart, il peut clairement faire la différence. Là, il a eu des douleurs au dos, il me semble. Si je crois bien, ouais, je crois qu'il a eu des douleurs au dos déjà pendant les premiers matchs de la bulle. Et du coup, ce qui a fait, enfin, quand on regarde ses pourcentages au tir, c'est juste catastrophique. Mais si lui, il commence à mettre dedans et qu'il fait une très bonne défense, que ça soit sur Van Vliet pour l'empêcher de prendre feu, ou que ça soit pareil sur Kyle Lowry, et que, comme dit précédemment, si en fait la présence de Smart, parce que comme dit, ça j'aime bien le répéter, mais Marcus Smart n'est jamais un mismatch. Ça, faut que je le précise, je le répète, je le répéterai encore. Marcus Smart n'est jamais un mismatch. Ça veut dire que si jamais, au niveau tactique, Brad Stevens arrive encore à s'adapter à l'adaptation, si je puis dire, ben Marcus Smart sera très important justement pour éviter ces mismatchs sur Kemba. Parce que je pense que si Siakam se retrouve face à Kemba ou face à Smart, je pense qu'il y a une petite différence.
Du coup, vraiment, facteur X, Marcus Smart, que ce soit en défense ou en attaque. Autant en défense, je sais qu'il sera au rendez-vous, mais s'il est au rendez-vous en attaque, ça peut clairement changer toute la série, je pense. Ah, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis là. Fini avec toi, Alex. Quels sont les facteurs X côté Raptors? À voir si Kyle Lowry est à 100% ou non, mais si ce n'est pas le cas et qu'il faut prendre un peu le relais, on va tout de suite se tourner vers Terence Davis. Ça va être le baptême du feu si jamais il a besoin de jouer plusieurs longues périodes sur le terrain. Jouer face à Kemba, Tatum, tout ça, sur les lignes externes, ça peut être très compliqué. Mais il est capable par son insouciance et sa comment dirais-je, il réfléchit pas, quoi. S'il a des shoots à prendre, il va les prendre et il est capable de les mettre. Défensivement, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué vu l'expérience de certains joueurs des Celtics. Mais je pense qu'il peut potentiellement faire la différence si Kyle Lowry est limité. Et un autre factoriste pour moi, c'est Serge Ibaka. Clairement, qu'il soit starter ou pas, j'en doute fortement. À mon avis, Gasol sera toujours starter, mais à mon avis, Ibaka aura un bon gros nombre de minutes. Il faut premièrement être performant en attaque, prendre ses shoots, mettre ses points, prendre ses rebonds, tout ça, et surtout ne pas péter un câble en défense. Tu vois, quelques mots d'un Marcus Smart par exemple à l'oreille. On sait qu'Ibaka, c'est un gars qui peut dégoupiller assez facilement comparé à d'autres. Donc les Celtics ont cette faculté-là par des joueurs comme Marcus Smart. Donc il faudra rester calme et concentré. Parfait, je pense qu'on a bien fait le tour de cette rencontre. On se donne rendez-vous ce jeudi. Coup d'envoi à 18h30 au Canada, donc si je me trompe, c'est minuit et demi en France. Coup d'envoi, si les joueurs décident de jouer, on va suivre ça de très près également. Comme on en parlait hors antenne également, ça va certainement se décider. Les joueurs vont certainement faire l'échauffement et s'ils décident de boycotter, ils vont le faire. Ils vont pas prévenir tout le monde 24 heures avant, ça c'est sûr. Sinon, ça aura pas le même impact. Donc rendez-vous demain, on verra ça. Et puis, comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors. Let's go Raptors. Let's go Celtics. Lowry for three.